Pendant que certains attendaient le bus, d'autres venaient se fournir en drogues diverses et variées. Mais le point de deal en drive de l'arrêt Renaudy à Saint-Martin-d'Air a finalement été asséché grâce à un travail conjoint police-justice commune. Simon Valfringer est l'un des meilleurs alpinistes du monde. Un bout de sa passion qu'il a partagé avec de jeunes grenoblois de la MJC Anatole France pour un projet autour des rencontres ciné-montagne dont il est cette année le parrain. Sauver les pandarous, le changement climatique en Alaska, où la neige est-elle partout la même? Des réponses avec Montagne et Sciences. L'organisateur Éric Larose et la physicienne Marie Dumont sont les invités de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 4 novembre 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est sans doute une saisie record. Le 31 octobre, sur l'A7, au péage de Reventin-Vaugris, dans le Nord-Isère, les douaniers lyonnais ont mis la main sur près d'1 tonne d'ecstasy, un butin estimé entre 15 à 20 millions d'euros. Les cachets étaient dissimulés dans un fourgon en provenance de Belgique ou des Pays-Bas qui se dirigeait vers le sud. Le chauffeur marocain domicilié en Espagne a été remis aux autorités. Mais le trafic, c'est aussi peut-être celui qui se passe en bas de chez vous. Il y a quelques jours, une opération de police s'est tenue conjointement avec les services du procureur et de la ville dans le quartier Renaudy à Saint-Martin-d'Air, l'un des plus actifs des 19 points de deal de la métropole. Mirko Pesci. En fin d'année 2023, le maire de Saint-Martin-d'Air a demandé de l'aide pour nettoyer le quartier Renaudy de ses points de deal. Un groupe local de traitement de la délinquance, aussi appelé GLTD, a été monté par le procureur de Grenoble. Le groupe est composé de la préfecture, de bailleurs sociaux, de la mairie de Saint-Martin-d'Air, sa police municipale, de l'éducation et de la police nationale. On ne travaille jamais tout seul, on n'arriverait jamais à mettre en place ce type d'action. Donc il faut être effectivement ensemble pour essayer effectivement de mettre des actions qui gênent les trafiquants de drogue et qui les dérangent et qui rendent un peu de vie correcte aux habitants. L'objectif est de supprimer les points de deal où des modes de vente bien rodés ont été mis en place, que ce soit en drive ou à l'arrêt d'un bus. Les gens prenaient le bus pour venir à cet abribus s'alimenter en stupéfiants. Et donc il y avait même un guetteur, un trafiquant qui était sous l'abribus, bien à l'abri et qui fournissait la marchandise. Pour endiguer le trafic, la mairie a supprimé une route et des places de stationnement. L'abonnement à d'autres places de parking a été réduit pour les habitants et l'arrêt de bus a été déplacé 100 mètres plus loin. Ce drive est quasiment asséché puisqu'on avait à un moment donné 25 voitures qui venaient par quart d'heure s'alimenter en stupéfiants sur ce point de deal. Enfin, c'est un chiffre énorme. Aujourd'hui, on est plutôt, lors des derniers comptages, à 2 voitures par quart d'heure, ce qui n'est plus du tout la même chose. À Grenoble, 1250 permis ont été retirés cette année pour usage de stupéfiants au volant. À Saint-Martin-d'Air, depuis mars 2023, 60 000 euros ont été saisis. Une somme bien inférieure face aux 30 000 euros générés chaque jour par le trafic au quartier Renaudy. Et suite à ce contrôle, la police a procédé à 3 interpellations. Un défaut de permis de conduire pour un homme de 37 ans, un refus d'obtempérer et port d'armes prohibé pour un mineur de 17 ans et une conduite sous stupéfiants pour un homme de 19 ans. C'est pas de peau, cette terrine de porc produite à la ferme chez Barbier au Motier, près de la Côte-Saint-André, est à l'origine d'un cas de botulisme. La présence de la toxine a été identifiée à l'Institut Pasteur. Pour l'avoir consommée, un Isérois d'une 60aine d'années est toujours hospitalisé dans un état grave au CHU de Grenoble. Cela concernerait quelques dizaines de pots. La préfecture de l'Isère demande aux personnes qui auraient ingéré ce pâté et souffriraient de troubles de la vision, difficulté à avaler, à parler, de bouche sèche, de consulter un médecin. Les pots non ouverts doivent être immédiatement jetés. Le botulisme est une infection neurologique rare et grave, mortelle dans 5 à 10% des cas. Après ce JT, le Sport Express où il sera question de rugby avec une victoire du FCG à l'extérieur, de foot avec la lourde défaite du GF38 à Guingamp et de hockey sur glace avec les Brûleurs de Loup seuls en tête de Ligue Magnus malgré leur défaite face à Angers. Si la montagne ne vient pas à toi, viens à la montagne. Si Simon Valfringer a pu quitter Metz pour Grenoble, aucune excuse quand elle se trouve à portée de vue. La mission montagne de la ville de Grenoble met chaque année le pied au baudrier pour des jeunes de quartier. 4 garçons dans le vent du quartier Mistral ont même pu s'initier avec un prof de très haut niveau en la personne du parrain des rencontres Ciné-Montagne 2024, Mirko Pesci.
Sur le site d'escalade du Petit Désert à Fontaine, la MJC Anatole France ramène les jeunes du quartier Mistral en montagne. Pour leur toute première ascension en falaise, l'alpiniste et piolet d'or 2021, Simon Velfringer, est venu coacher ces 4 jeunes grenoblois qui viennent tout juste d'apprendre les cotations d'escalade. C'est 5C, je savais pas, j'ai vu il l'a fait, l'autre, ça m'a tenté, je l'ai fait. En fait, le plus dur, c'est de trouver les marches, etc. pour s'aider des bras et tout, c'est très physique. Moi, du coup, j'avais pas fait de l'escalade depuis la primaire. Et franchement, ça me fait plaisir de venir ici avec mes amis et de pouvoir sortir un peu et de prendre l'air. Et surtout qu'on est à Grenoble et qu'il faut profiter des paysages qu'on a. Parce que c'est pas à chaque endroit qu'on a des paysages comme ça merveilleux. Avant de poser leurs pieds sur ces roches de calcaire, Ayoub, Boussaïna, Jade et Ilyes se sont entraînés en salle pour revoir les manipulations d'assurage. Le projet est né grâce au programme Jeunes en montagne. Créé par la ville de Grenoble en 2003, il permet chaque année à plus de 400 enfants grenoblois de découvrir l'environnement montagnard qui les entoure. C'est un partenaire éducatif pour nous, la montagne. C'est vecteur de beaucoup de choses en lien avec l'éducation populaire, entre l'entraide, le goût à l'effort, se faire confiance, se lever tôt, on va dire souffrir un peu pour avoir une bonne récompense. Dès qu'on fait une randonnée de 3, 4 ou 5 heures, et dès qu'on arrive au bout, on est satisfait de voir la vue qu'on peut avoir. La vue des paysages de montagne, Simon y est habitué. Il revient à Grenoble après un enchaînement d'expéditions, le Népal puis le Groenland en août. C'est en collaboration avec les rencontres ciné-montagne qu'il a pu initier ses apprentis alpinistes. Regarde bien, main, pied. Globalement vers la droite, c'est peut-être un peu plus facile. Chacun trouve son petit projet, sa petite voie, et là on est en plein dedans, donc c'est cool. La grimpe, ça peut aussi être un moyen de découvrir plein de nouvelles choses. Tu vois, là, la plupart, ils avaient déjà un tout petit peu fait d'escalade, mais pas vraiment dehors et pas vraiment sur des vraies voies d'ampleur comme ici. C'est pour ces jeunes-là, en tout cas, un moyen d'aller dehors et un moyen de trouver une nouvelle passion un peu, quoi. Les prochaines sorties de la MJC Anatole France sont déjà prévues. Sorties de nuit en raquette, randonnée, puis trek et bivouac en juin. La montagne n'a pas fini de livrer tous ses secrets pour les jeunes de la MJC. Et on retrouvera Simon Velfringer demain sur le plateau de ce JT. Tout s'explique. Comme chaque année, les rencontres montagne et sciences font bivouac commun avec les rencontres ciné-montagne au Palais des Sports de Grenoble. Ciné-montagne, ce sera du 5 au 9 novembre et montagne et sciences les 8 et 9. On en parle avec vous, Éric Larose. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes chercheur au CNRS à l'Institut des sciences de la Terre et organisateur depuis 11 ans des rencontres montagne et sciences. À vos côtés, Marie Dumont. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes physicienne. Vous dirigez le centre d'études de la neige de Météo France au Col de Porte. Mais vous êtes parti un petit peu plus loin pour le documentaire Ma vie de flocon qui est présenté aux rencontres montagne et sciences. On va y revenir dans quelques instants. Éric, comment s'inscrit ce rendez-vous montagne et sciences dans le cadre des rencontres ciné-montagne ? L'idée, c'est de prolonger les films qu'on peut voir le soir, en soirée, toute la semaine, avec la même dynamique d'exploration, de voyager un peu partout autour du monde, d'avoir des aventures humaines en montagne. Mais on va essayer de rajouter une note un petit peu plus culturelle ou scientifique, d'aventure scientifique, d'enquête parfois, des films qui sont conçus comme des enquêtes policières, de la découverte sur 2 après-midi, le vendredi après-midi, surtout pour les scolaires, mais c'est aussi ouvert au grand public. Et puis le samedi après-midi avec une programmation qui va vraiment nous emmener dans les montagnes aux 4 coins du monde. Vous marchez pas dessus dans le sens un petit peu, j'allais dire, études sociologiques, parce que de plus en plus, les rencontres ciné-montagne, c'est de plus en plus l'aventure humaine. Comment on ressent ça physiquement et humainement ? Oui, il y a des films qui sont très très proches entre la programmation du soir et la programmation de l'après-midi, et c'est quelque chose qu'on revendique. On est une programmation complémentaire, mais qui garde le même esprit. On est là pour faire un festival grand public, famille aussi, pour se faire plaisir à voir de beaux films, et donc c'est d'abord ça qu'on met en avant. Alors donnez-nous un petit peu envie avec le programme du vendredi après-midi. Et là, je crois que vous allez mettre tous les enfants d'accord avec le top mignonnerie, le pandarou. Exactement, le petit pandarou qui est une espèce protégée en voie d'extinction, mais qui est étudiée en Inde, à la limite sur les flancs de l'Himalaya. Et on aura la chance vendredi après-midi d'avoir
la scientifique qui s'occupe de sauver les pandarous, qui viendra sur scène à l'issue de son film. Alors là, avec des images Mais incroyables. pas avec des pandarous, on les laisse tranquilles. Non, chez là, eux. ils seront plutôt en peluche, voilà. Ils sont chez eux, ils sont très bien chez eux. C'est des animaux qui sont vraiment protégés. Et bon, il n'est pas question de les transporter, évidemment. On a vu il y a un instant des singes, et ça, c'est pour le programme du samedi. Exactement, les singes qui vont être hyper inspirants parce qu'on va les suivre. On est au Japon, dans les montagnes japonaises, des montagnes assez dépaysantes. Et on va se poser la question de la culture chez des espèces animales, donc non humaines. Qu'est-ce que c'est la culture? Qu'est-ce qui fait que ce qu'on pense être notre culture, finalement, on s'aperçoit que d'autres animaux, en particulier des grands primates, sont capables de développer une forme de culture, donc développer des savoirs, le transmettre à leurs enfants, le faire évoluer. Voilà, c'est une facette absolument fascinante. Et puis voilà, on pose vraiment des questions sur l'humanité. Qu'est-ce que c'est l'humanité? Qu'est-ce qui nous caractérise ou pas, hein? Qu'est-ce qu'on partage avec les autres animaux? Donc ça, c'est un film très émouvant. Samedi, on pourra également voir Ma vie de flocon d'Aurélien Prudor. Marie Dumont, vous êtes chef du Centre Météo France d'études de la neige au Col de Porte. Je le disais, vous dirigez l'équipe qu'on va suivre dans ce film. Qu'est-ce que ça raconte? Ma vie de flocon. Moi, je connaissais Ma vie de courgette. Et là, c'est un autre film, Ma vie de flocon. Alors, ça raconte les différentes vies d'un flocon, selon là où il tombe sur Terre, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il est tombé, comment il évolue et après comment il va influencer au final toute la planète. Parce que chaque flocon est différent? Ouais, chaque flocon est unique. En fait, ça va dépendre de ce qui se passe dans le ciel, sa forme. C'est un peu comme les humains, il n'y en a pas deux pareils. Les flocons, c'est la même chose. Donc, le ciel du Col de Porte ou le ciel de l'Arctique. Donc là, dans le film, on verra du coup le flocon qui tombe au Col de Porte, donc près de chez nous, et puis ici qui tombe dans l'Arctique canadien, à 69 degrés nord, au-delà du cercle polaire. Et qu'est-ce qui lui arrive à lui de différent par rapport à celui du Col de Porte, et en quoi il est aussi très important, même pour nous ici. Est-ce que ce flocon, il est différent comme la faune et la flore? C'est ce qu'on voit aussi un petit peu dans le documentaire? Alors, on voit aussi un peu la faune et la flore. On essaye de comprendre aussi pourquoi ces flocons, ils influencent les animaux et ils influencent les plantes. C'est ça qu'on essaye d'expliquer à travers nos mesures et les manips qu'on a fait là-bas. Et alors, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous avez voulu prouver que le fait que les flocons soient différents, ça avait aussi un lien, ça pouvait avoir un lien sur le changement? Alors en fait, ce qui est surtout différent, c'est le flocon. Parfois, il peut être un peu identique dans les Alpes et dans l'Arctique, même s'il reste unique. Mais c'est surtout une fois qu'il est au sol, dans la neige elle-même, que les structures différentes vont se mettre en place. Le flocon, il peut bouger, enfin, il peut... j'ai l'invention Explique-moi comme si j'avais 5 ans. Le flocon peut tomber peut tomber du nuage avec une certaine forme. Voilà. Il peut changer de forme. Alors, il change en permanence de forme. Et c'est ça qui est un peu fascinant. Et quand il arrive dans la neige, il est plus unique. Il va se connecter avec tous ses voisins. Et il va former une espèce de mousse, en fait, qui a une structure particulière selon les endroits du monde. Et cette structure, elle va conférer différentes propriétés à la neige. Donc, plus ou moins de blancheur, plus ou moins de pouvoir isolant. Plus ou moins de problèmes mécaniques et d'avalanches. Et c'est ça qu'on essaye de regarder en faisant toutes ces expériences dans l'Arctique. Et alors, qu'est-ce que vous avez constaté? On n'a pas encore tout observé, mais en gros, ce qu'on a beaucoup regardé, c'est la couche qui est à la base du manteau neigeux, qui est constituée de ce qu'on appelle ici les gobelets, ou le givre de profondeur, donc ce qui est responsable des avalanches de plaques. On connaît bien ici à Grenoble. On a regardé cette couche qui fait presque 20 cm, ça arrive jamais ça chez nous, et puis c'est des cristaux qui sont très très développés, qui font 2 cm et puis des petites chaînes. Et ça, c'est une couche qui est très importante parce qu'elle est très aérée, donc elle va isoler le sol, et puis elle va aussi isoler du froid toute la faune et la flore qui habitent dans l'Arctique. Et on a regardé comment ça se développait, comment ça se formait, comment on pouvait après reprendre ça dans des modèles qui vont nous aider à faire des meilleures projections climatiques. Donc vous travaillez le reste de l'année au Col de Porte? Alors, au Col de Porte, à Grenoble, notamment. Au Col du Lautaret aussi. Oui, voilà. Un peu partout. Un petit peu partout. En tout cas, au Col du Porte, on le voit, il y a des installations importantes. Oui. Si jamais il n'y a plus de neige au Col de Porte, est-ce qu'il faudra déménager le centre? Alors peut-être, mais on n'en est pas encore tout à fait là. Et puis au Col de Porte, on travaille depuis 1960. Donc on a une super longue série de données sur laquelle on voit plein de choses en termes de réchauffement climatique et on n'a pas envie de l'abandonner comme ça. Et c'est pas tout à fait fini quand même. Est-ce que vous organisez des visites publiques? Oui, on organise aussi des visites publiques dans la mesure de nos ressources. Donc il faut contacter le centre peut-être parfois si
Pas de problème, ouais. Ouais, bah voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Rendez-vous donc au Palais des Sports vendredi et samedi. Ça commence à quelle heure? On ouvre les portes samedi à 14h, mais il ne faut pas hésiter à arriver en retard si vous ne pouvez pas vous déplacer. Les portes resteront ouvertes jusqu'à 16h et la projection se termine à 17h30 à peu près. Voilà, et puis c'est gratuit pour les enfants et pas très cher pour les adultes. C'est pas très cher pour les adultes et c'est gratuit pour les étudiants aussi. Voilà, ça nous tient à cœur. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis très bon week-end, Montagne et Sciences. Merci. Dans l'agenda également, Cabal, mardi soir, salle Olivier Messiaen à Grenoble. Il s'agit d'un polar musical interprété par le collectif des Fiers Désinvoltes. Monsieur de Sèvres, le riche propriétaire du Grand Hôtel qui s'apprête à recevoir un éminent émir qatari, est retrouvé mort au pied du balcon de son appartement. Accident, meurtre ou suicide. Les 8 acteurs-chanteurs mettront tout en œuvre pour vous faire croire à leur version des faits. Les mythos en Lego. Cette semaine, l'Hexagone de Mélan accueille la compagnie Olympus Kid qui explique aux enfants quand les dieux rôdaient sur la Terre, mais avec des figurines filmées et projetées en direct, avec des ressources en ligne qui viennent enrichir le propos. D'abord l'histoire de Déméter, c'est complet mardi, mais il reste des places pour mercredi. Puis Prométhée, jeudi. Les séances sont réservées aux enfants, pendant que les parents patientent autour d'un apéro mytho avec une docteure en langue et littérature grecque. Dans un instant, la météo. Je ne crois pas qu'on nous annonce de la neige pour tout de suite. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.